Au ministère en charge de l'Éducation nationale, le bilan de la mise en œuvre de la feuille de route du plan de la rentrée scolaire 2020-2021 est en cours. Il intègre l'impact du contexte sécuritaire, sanitaire et social également. Un conseil de cabinet extraordinaire a débuté aujourd'hui. La stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes du Burkina et son plan d'action ont été techniquement validés. Dans la suite du processus, le document est soumis au gouvernement pour validation. On en prend connaissance dans ce journal. Et puis en France, nouvelle peu réjouissante, le président Emmanuel Macron est touché par le Covid-19. Son épouse, elle est testée négative, mais autour du président, certaines précautions sont déjà prises. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Série d'audience à Kosiam aujourd'hui. Le président du Faso a accordé ce jeudi donc en fin de matinée une audience au commandant de la force Barkhane. Le général de division indique que c'était l'occasion de faire le point au chef de l'État des opérations menées par Barkhane en collaboration avec les forces armées du Niger, du Mali et du Burkina. La coopération entre la force Barkhane et l'armée burkinabé y a également été évoquée. On l'écoute. Le président a eu l'amabilité de me recevoir. J'avais demandé à pouvoir venir lui faire un point des opérations qui sont menées par Barkhane actuellement au Sahel et de lui faire aussi un point sur les mesures de coopération entre la force Barkhane et les armées burkinabées. J'ai pu lui exposer les dernières opérations que la force Barkhane avait conduites avec les forces armées maliennes, avec les forces armées nigériennes, avec les forces armées burkinabées. On a pu faire un peu le point de ces opérations, quels sont les enseignements que nous en retirons. Et puis à partir justement des opérations qui ont été conduites, j'ai pu lui présenter quelles étaient les suivantes que tous ensemble nous étions en train de planifier et d'organiser pour les mois futurs. Le commandant de la force Barkhane a également échangé avec le président sur les dernières opérations de la force dans le Sahel. Il a souligné que des actions sont en train d'être planifiées avec les armées burkinabées, maliennes et nigériennes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. Je suis l'envoyé spécial du président de la République du Ghana auprès de son frère ami, le président de Burkina. Comme vous le savez, entre nos deux pays, nous avons des relations exceptionnelles. Donc, il y a consultation presque permanente. C'est dans ce cadre que le président nous a expédié pour venir d'abord transmettre ses félicitations au président Kaboré pour son élection brillante aux élections présidentielles. Ensuite, il nous a chargé de discuter avec le président les voies et moyens par lesquels les deux pays pourraient se concerter pour l'unification de notre continent, surtout dans le domaine du commerce. C'est pour cette raison que son frère nous a dépêché de venir transmettre un message de bonheur, de bien-être et de prospérité à son frère, le président Kaboré. Voilà, donc il s'agissait plutôt de l'audience du président du Ghana, de l'envoyé spécial du président du Ghana, Nana Akufo-Addo. L'ambassadeur, l'émissaire est venu transmettre un message de félicitations du président Nana Akufo-Addo à son homologue Roch Kaboré suite à sa réélection à l'issue du scrutin du 22 novembre dernier. Éducation dans ce journal avec le conseil de cabinet extraordinaire du ministre en charge de l'éducation nationale. Aujourd'hui et demain, les acteurs du système éducatif vont dresser le bilan de la mise en œuvre de la feuille de route du plan de la rentrée scolaire 2020-2021 dans un contexte de crise sécuritaire, sanitaire et sociale. Il s'agira également d'évaluer les mises en œuvre des mesures administratives, pédagogiques et sanitaires afin de faire le point des écoles fermées et également de celles rouvertes. Maxime Jodbambara. Pour ce conseil de cabinet extraordinaire du ministère en charge de l'éducation nationale, il est question pour ces acteurs du système éducatif de dresser le bilan de la mise en œuvre de la feuille de route
pour une rentrée scolaire 2020-2021 apaisée et sécurisée. Cette feuille de route du plan de rentrée scolaire qui avait été élaborée dans le contexte de crise sécuritaire, sanitaire et sociale avait pour objectif de rattraper les activités pédagogiques non exécutées dans les classes intermédiaires durant l'année scolaire 2019-2020. Il était également question dans cette feuille de route de définir des dispositions à prendre pour la gestion de l'éducation en situation d'urgence, notamment pour la réouverture des établissements fermés et l'offre d'éducation aux enfants déplacés internes. À la date donc du 16 mars 2020, lorsque nous fermions l'ensemble des établissements pour les raisons de crise sanitaire, nous étions à 2512 établissements fermés et aujourd'hui nous sommes à 2169 établissements fermés. Donc il y a, on va dire, près de 400 établissements qui ont rouvert et nous avons réussi justement à travers donc, ces établissements qui ont rouvert à reprendre les activités pédagogiques pour un peu plus de 60 000 élèves. Les 2169 établissements fermés font théoriquement 306 000 élèves en situation donc, de rupture scolaire. Aussi, la mise en œuvre de cette feuille de route a permis, selon le ministre, d'inscrire des enfants déplacés internes en âge de scolarisation et de réinscrire une centaine d'élèves déplacés internes. Au cours de ces 2 jours de travaux, il sera également question d'élaborer un nouveau référentiel de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire, le PDCEB, programme de développement stratégique de l'éducation de base étant également arrivé à terme. On souhaite qu'à la fin donc, du PDCEB, on puisse avoir en même temps un nouveau programme qui va continuer d'engranger de très bons résultats parce que le PDCEB a permis vraiment d'améliorer la qualité du système éducatif, d'améliorer l'accès et d'améliorer les indicateurs du Burkina Faso en matière d'accès, de qualité, d'équité dans le système éducatif et on souhaiterait poursuivre. Et donc, le processus de rédaction de ce nouveau, on va dire, de ce nouveau référentiel de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire et le niveau donc de rédaction seront aussi examinés donc ensemble ici. Le département de Stanislas Ouaro entend par ailleurs reconduire l'opération de collecte de fonds en soutien aux forces de défense et de sécurité et aux familles des victimes des personnes déplacées internes. Pour l'année écoulée, cette opération avait permis d'acquérir, selon le ministre, 204 motos qui avaient été mises à la disposition de l'armée de terre et de la gendarmerie nationale. Et en marge de cette activité, le ministre Stanislas Ouaro a réagi sur la publication du journal Courrier confidentiel, publication relative à la construction d'un CEG par le PNDS dans le Sanguier. Pour le ministre, ce CEG en question a été entièrement réalisé, mais pas sur le site qui avait été retenu au départ. Stanislas Ouaro donc est au micro de Maxime Joël Bambara. La question des infrastructures éducatives, donc il y a pas mal de soucis. Il y a des détournements de sites. Des détournements par moment de sites. Quand vous prenez l'exemple d'un CEG dont on nous accuse d'avoir menti sur sa réalisation dans le Sanguier, c'est dans la commune de Zamo, mais ce CEG a été entièrement réalisé. Mais il n'a pas été réalisé sur le site qui avait été retenu, il a été réalisé dans un autre site. Et donc on peut dire que c'est un détournement de site, mais il a été réalisé. Et il appartient, je pense, donc aux responsables de la commune de Zamo d'expliquer donc que ça a été réalisé. Nous avons transféré les ressources, il a été construit. Et donc on souhaiterait effectivement, pour éviter ce genre de choses-là, où effectivement lorsqu'on valide des sites, que les populations soient informées et qu'elles puissent suivre la réalisation. Mais aussi suivre la qualité de réalisation des infrastructures éducatives en matière de respect donc des normes. C'est important. Donc nous avons, avec l'appui d'Expertise France, donc développé donc, on va dire un programme donc d'implication des communautés à la base dans la réalisation d'infrastructures éducatives lorsque c'est confié donc à la maîtrise d'ouvrage communale. Et ce document aussi va être validé pour être mis en œuvre de façon à ce que nous puissions effectivement travailler à améliorer la qualité de notre système éducatif. Donc, une étape de franchie pour les participants à la rencontre de validation technique de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes du Burkina. La stratégie et son plan d'action ont été techniquement validés à l'issue d'un atelier de 48 heures, mais par la suite seront soumis au gouvernement pour adoption. Cette stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes du Burkina a été présentée aux hommes de médias hier. On en parle avec Maxime Joël Bambara. Faire en sorte que le Burkina Faso dispose d'une jeunesse entreprenante, porteuse d'innovation, créatrice d'emplois et de richesses au service d'un développement socio-économique
Voilà la vision qui sous-tend la validation de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Cette stratégie, dont l'élaboration a suivi un processus participatif et inclusif, selon le directeur général de la promotion de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation des jeunes, comprend 4 principaux axes. Le premier axe étant relatif à la promotion d'une meilleure culture entrepreneuriale chez les jeunes. L'élaboration, elle a été participative. Les partenaires se sont engagés, les jeunes se sont engagés. Et en tout cas, le ministère aussi est engagé, le gouvernement est engagé. Donc je pense que la stratégie, on va se donner les moyens pour que la stratégie soit adoptée en Conseil des ministres pour le bonheur de la jeunesse du Burkina Faso. Donc c'est pour dire que cette stratégie ne sera pas mise dans les tiroirs. La mise en œuvre de cette stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes devrait permettre, selon le consultant du projet La Voix des jeunes du Sahel, de réduire le taux de chômage des jeunes de 6,6% à 3% et faire baisser la courbe de mortalité des entreprises des jeunes. Il est prévu au niveau de la stratégie des accompagnements et des suivis pour faire évoluer son entreprise. Accompagnement, conseil en matière de gestion, par exemple, pour permettre aux jeunes de bien gérer leurs entreprises. Les accompagner en les formant sur la gestion de l'entreprise, les accompagner par rapport au financement de l'entreprise, les accompagner pour qu'ils comprennent l'environnement entrepreneurial. Donc, l'objectif, c'est de créer à la fin comme un écosystème entrepreneurial permettant aux jeunes, une fois qu'ils vont à l'entrepreneuriat, qu'ils puissent effectivement réussir. Parce que tant que ça, ce n'est pas fait, nous n'allons pas arriver à réduire le chômage, qui est un des impacts attendus, mais aussi la mortalité des entreprises, le second impact qui est attendu. La stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et son plan d'opérationnalisation ont certes été validés, mais ils devront être soumis au gouvernement pour examen et adoption en Conseil des ministres. Le budget de mise en œuvre de cette stratégie est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Un panel mardi dernier à l'occasion de la commémoration du 22e anniversaire de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, initiative de Le Citoyen du Renouveau, le point de la contribution des médias à l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit au Burkina a été fait. Un bref contenu des communications avec Denise Tegawendezida et Fatima Tanikima. À travers ce panel, le citoyen du renouveau veut apporter sa contribution dans la recherche de la vérité et la justice sur l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Les panélistes ont entretenu les participants sur le rôle que doivent jouer les médias à la promotion de la démocratie au Burkina Faso. Et nous avons donc eu des panélistes, des professeurs en matière de journalisme, mais aussi des pratiquants donc, du métier, qui nous ont entretenus pendant plusieurs minutes, j'allais dire plusieurs heures sur la problématique avec des contributions diverses et aussi une question épineuse qui est aujourd'hui la survie donc des entreprises de presse. L'occasion a également été donnée aux citoyens du renouveau de faire un rappel de la lutte menée depuis 22 ans pour réclamer justice et vérité pour Norbert Zongo. Pour le président de cette organisation, malgré les avancées, beaucoup reste encore à faire pour apporter des réponses à cette question. Pendant ces 22 ans, il y a eu un gros combat qui a été mené par le collectif des organisations démocratiques de masse et de partis politiques et l'ensemble donc de d'autres acteurs qui se sont joints à la lutte. Il y a eu des avancées parce que avec la commission d'enquête indépendante, on a pu avoir donc des informations. Il y a eu des avancées parce que le juge a avancé sur certain nombre, donc le juge a pu poser un certain nombre d'actes, mais aujourd'hui c'est un dossier qui reste pendant. À l'issue du panel, un film a été projeté au profit des participants. Ce film retrace l'histoire du Burkina Faso depuis sa création à nos jours. Un devoir de mémoire qui, selon les organisateurs, devrait servir à pérenniser les acquis du pays et à être également une source de connaissances pour la jeune génération. Hier mercredi à Kombisiri, dans la région du Centre-Sud, cérémonie d'ouverture de la 5e session ordinaire de l'Observatoire national des faits religieux. Ce cadre est suivi d'un atelier de formation des membres et des points focaux. Ce renforcement de capacité s'étale sur 3 jours. Image de la cérémonie d'ouverture avec notre reporter Fatima Tanikima. Du 16 au 18 décembre 2020, l'Observatoire national des faits religieux ONAFA fait le bilan de ses activités.
Activité entrant dans le cadre de son programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit. L'institution va, à cette occasion, renforcer les capacités de ses membres et points focaux à Kombisiri dans la province du Bazega. Une rencontre qui entre dans le cadre de la recherche de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Des valeurs mises à mal depuis quelques années au pays des hommes intègres, a rappelé le président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankwano. Quand nous voyons une prêche, comment une radio peut permettre que quelqu'un vienne prendre une antenne pendant 1 heure de temps pour dire que Noël arrive, nous invitons les musulmans à ne pas manger de nourriture des chrétiens. Nous invitons les musulmans à ne pas laisser leurs enfants aller s'amuser avec les enfants des chrétiens. Le Burkina n'avait jamais connu de propos pareils. Et quand c'est tenu sur des médias, vous voyez l'importance de votre structure. Une importance qui s'illustre par les tâches confiées à cette fêtière qui regroupe toutes les confessions religieuses. Elle tient donc des activités telles que des sessions statutaires, des ateliers de formation, des sorties de médiation et des missions d'observation des médias confessionnels, ce qui concourt à la promotion de la coexistence pacifique entre les communautés religieuses du pays. En dépit de la pandémie qui a paralysé tout le pays d'ailleurs pendant au moins tout le temps du semi-confinement, nous avons pu réaliser un certain nombre d'activités. On a fait un total de 18 activités, ça veut dire 3 activités chaque 2 mois. Le ministre en charge de la cohésion sociale qui a présidé la cérémonie d'ouverture de cette 5e session ordinaire de l'ONAFAR a rappelé l'importance de cette structure et de cette session. Je vous encourage davantage à œuvrer pour la promotion de la culture de la paix, de la tolérance, toute chose qui permettra à notre pays de faire face aux défis sécuritaires, à l'intolérance religieuse, mais aussi et surtout de contribuer à apaiser les fortes demandes sociales. Créé en 2015, l'ONAFAR a pour objectif principal la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso. Il est composé de représentants de religions musulmanes, chrétiennes et traditionnelles. Ses cibles, les médias confessionnels, les leaders religieux et la jeunesse. Dans le cadre de ces activités de fin d'année, une délégation du conseil municipal de la commune de Ouagadougou, conduite par son président Armand-Pierre Bewende, a rendu une visite d'hommage à la police nationale, la gendarmerie nationale et au commissariat central de police de la ville de Ouagadougou. Armand-Pierre Bewende a salué l'abnégation de ces éléments dans leurs actions quotidiennes pour le renforcement de la sécurité et l'amélioration de la mobilité urbaine dans la capitale burkinabé. Mamitreyan Kamabou. C'est à la direction générale de la police municipale que Armand-Pierre Bewende, maire de Ouagadougou, a débuté la traditionnelle tournée de fin d'année. Ici, après avoir dressé le bilan des activités menées en 2020, le chef de la police municipale a relevé les insuffisances et a annoncé les perspectives pour l'année 2021. Discours du chef de la police, suivi avec beaucoup d'intérêt par le maire de Ouagadougou, qui a en retour demandé à ses policiers de redoubler d'efforts afin de faire de la commune de Ouagadougou la ville la plus propre du Faso. Anticipez. Faites régner l'ordre dans la ville de Ouagadougou. Vous n'en ferez jamais assez trop. Le budget de la commune de Ouagadougou est à 90% constitué des taxes et des impôts que les citoyens payent. Donc, il faut vous considérer comme un service. Les gens payent pour avoir un service. Ils payent pour avoir une tranquillité. Ils payent pour avoir la salubrité autour de chez eux. Donc, il faut les rendre ce service. Après la police municipale, la délégation de Armand-Pierre Bewende a marqué un arrêt à la compagnie de gendarmerie nationale du Kadiogo. Là aussi, le maire de Ouagadougou a témoigné sa reconnaissance pour le travail abattu. Profitant de l'occasion, le chef de la gendarmerie a soumis des doléances aux autorités communales. L'année 2020 a été une année très éprouvante pour tout le Burkina Faso. Nos budgets ont été taillés. Compte tenu des mesures sociales qui ont été prises par le gouvernement, nous étions obligés d'abandonner un certain nombre de sources de recettes telles que les taxes,
et beaucoup d'impôts, ce qui a diminué notre revenu. Donc nous n'avons pas pu respecter tous nos engagements. Mais nous espérons que l'année 2021 qui s'annonce, on pourra reprendre une vie communale, j'allais dire normale, avec la mobilisation des ressources qui vont pouvoir nous permettre de répondre favorablement aux différentes doléances qui ont été faites. Pour marquer le clou de la tournée de ce 17 décembre, la délégation du conseil municipal a rencontré les premiers responsables du commissariat central de police de la ville de Ouagadougou. C'est un sentiment de joie qui nous anime. Vous savez, quand vous travaillez, la population est satisfaite, les autorités sont reconnaissantes. On ne peut être que content, très joyeux. Voilà. Et c'est une invite aussi à plus d'abnégation au travail, comme je le disais. Voilà. Ça nous invite à nous donner le meilleur de nous-mêmes, voilà, pour en tout cas satisfaire les populations. À cette tournée, l'autorité municipale a salué l'excellente relation qui existe entre les forces de l'ordre et la mairie centrale, tout en souhaitant l'opérationnalisation de l'unité conjointe pour renforcer les actions de sécurisation de la ville. Une autre stratégie nationale en question dans ce journal, cette fois concernant le domaine culturel. Première session hier mercredi, les documents qui ont été présentés après donc au bilan du dernier plan d'action. Il s'agit du plan d'action 2022 et du plan de travail annuel 2021. On fait le point avec Serge Bado. Là où le tourisme avance, la pauvreté recule. C'est la conviction du ministère en charge de la culture. En mettant en place la stratégie nationale de la culture et du tourisme, ce sont des instruments de la mise en œuvre des différents programmes d'activité du ministère qui contribueront à une meilleure valorisation et promotion des deux domaines. Selon le ministre Abdoul Karim Sango, l'apport de tous les acteurs du domaine est important. On a besoin véritablement des inputs des acteurs qui sont, eux, sur le terrain. Ainsi, si nous essayons de nous donner la main, il est sûr que nous pouvons porter très haut, évidemment, le secteur de la culture, le secteur du tourisme. Et comme le discours l'a indiqué, il y a beaucoup de pays dont l'ensemble des richesses dépendent fondamentalement de la culture et du tourisme. Et de ce point de vue, le Burkina Faso a la chance d'avoir un potentiel important, mais qui reste encore insuffisamment exploité du fait de la faiblesse des ressources, mais aussi du fait de certaines conjonctures, comme les conjonctures liées aux questions sanitaires, les conjonctures liées aux questions de santé, aux questions de sécurité. Plusieurs axes ont été dégagés dans cette stratégie pour faire du Burkina une référence en matière de culture et de tourisme, selon le directeur général des études et des statistiques culturelles, Salfo Ouedraogo. Alors la vision, c'est de faire du Burkina Faso une référence culturelle et touristique fondée sur les valeurs culturelles partagées et qui permet aussi le rayonnement social et économique au niveau du Burkina Faso sur le plan international. Donc c'est vraiment cette vision-là qui est définie de façon consensuelle avec l'ensemble des acteurs, et des axes stratégiques ont été identifiés et pour pouvoir voir comment on peut travailler à contribuer à l'atteinte de cette vision. Un rappel, élaboré en 2017, la stratégie nationale de la culture et du tourisme a pour objectif de faire de la culture et du tourisme le levier du développement durable au Burkina. Et comme le disait Cheikh Anta Diop, la facilité avec laquelle nous renonçons souvent à notre culture ne s'explique que par notre ignorance de celle-ci et non une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause. Et avant de refermer ce journal, cette nouvelle peu réjouissante pour la France, le président Emmanuel Macron a été testé positif au Covid-19 ce jeudi. Il entre en isolement pour une semaine selon l'Élysée. La première dame, elle, Brigitte Macron, n'est pas contaminée. Le Premier ministre, par contre, cas contact du chef de l'État français, se place en isolement également. Emmanuel Macron testé positif au Covid-19. Après le diagnostic établi par des tests RT-PCR réalisés dès l'apparition de premiers symptômes, le chef de l'État français s'isolera pendant 7 jours, mais continuera de travailler et d'assurer ses activités à distance, précise le communiqué de l'Élysée.
En conséquence, le voyage au Liban du président Macron, prévu mardi et mercredi prochain, est annulé. Il devait passer un réveillon avec les militaires français de la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban, et rencontrer de nouveau les dirigeants libanais. Le Premier ministre français, Jean Castex, cas contact du président, s'est lui aussi isolé, de même que le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Ce dernier, ainsi que certains présidents de groupes politiques parlementaires, comme Valérie Rabault du Parti socialiste ou Olivier Becht d'Agir ensemble, avaient déjeuné mardi avec le chef de l'État. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez encore avec nous, les programmes continuent sur votre télé. Bonsoir.